parler. C'est le temps maintenant de notre table ronde. Alors, table ronde consacrée à l'utilisation des données en vie réelle. Et j'appelle pour me rejoindre et pour discuter François Richard, co-président du Haut Conseil à la nomenclature. Bertrand Lukacs, commission scientifique du Health Data Hub. Vous pouvez vous installer, je vous en prie. Olivier Gouet-Brissonnière, qu'on a déjà entendu un peu ce matin, le président de la Fédération des spécialités médicales. Asseyez-vous, je vous en prie. Cédric Carbonel, adjoint à la directrice de l'évaluation et de l'accès à l'innovation à la HAS. Et enfin, Madame Lise Alter, qui est la directrice générale de la jeune agence Innovation Santé. Je vous en prie. Alors, je vais rester au pupitre puisque nous avons un nombre limité de sièges et c'est vous qu'on veut entendre en priorité, donc il n'y a aucun problème. Alors, on va peut-être commencer par, puisqu'il est question des données d'utilisation, l'utilisation des données en vie réelle, on va peut-être commencer par le constat, les utilisateurs, ceux qui en tout cas les collectent, essayent de les gérer, et puis ensuite on ira progressivement avec les différents représentants des institutions, des agences, voir comment on peut trouver certaines clés, certaines solutions pour certains usages ou certains blocages, évidemment, qui pourraient exister. Alors, on va commencer avec vous, Bertrand Lukacs, puisque je disais, vous êtes à la commission scientifique du Health Data Hub. Et alors, vous avez évidemment l'utilisation pour mission de collecter ces données. Or, vous avez un vrai problème, et puisqu'on parle des données en vie réelle, c'est la question de l'harmonisation même des pratiques et de collecter véritablement des informations sur ces pratiques aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité sur les pratiques et qu'on a un vrai problème pour les comparer, les collecter. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Oui, je suis désolé, je ne vais pas avoir un propos très high-tech. Notre système de santé est au bord du gouffre. 20 à 30% des actes qui sont réalisés sont inutiles ou mal adaptés. C'est des milliards d'euros. Oui, je pense que la réutilisation des données de soins, de vie réelle, est un enjeu, j'allais dire presque une obligation impérieuse pour améliorer l'efficience de notre système de santé. Vraiment. Et certes, on a, et on l'a vu au cours de toutes les réunions, on a un vaisseau amiral qui est le SNDS, très bien. Mais autour, on voit qu'on a un écosystème qui est quand même extrêmement fragile, incomplet, difficile d'accès. Alors je vais juste prendre quelques exemples. Bien sûr. Le premier, et ça me fait plaisir d'avoir François Richard à côté de moi, il est très chirurgical. Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, des milliers de patients sont opérés chaque année par des interventions nouvelles sans qu'on ait la possibilité de les coder, sans qu'il y ait la moindre traçabilité. Comment c'est simplement possible, alors même qu'il y a presque 30 ans, en 1997, le rapport Prieur-Portos mettait en première recommandation pour la nouvelle nomenclature, il est indispensable que dans la nouvelle nomenclature, on distingue la mise à jour technique de cette nomenclature qui va au fil des évolutions et qui doit être dissociée de la mise à jour tarifaire qui est un processus plus long. Nous avons les outils, nous pouvons le faire. François Richard a heureusement une solution, mais encore une fois, c'est quand même saisissant de voir cette réalité. Donc pour l'instant, on procède par assimilation, à qu'on soit clair. Alors, je fais partie d'un des rares experts auprès de la Cour de cassation sur ce problème de nomenclature. On n'a pas le droit. Le Code de santé publique, plutôt de sécurité sociale, nous interdit de parler d'assimilation. Alors, on parle, nous, de substitution. Et il faut dire qu'il y a aujourd'hui une contradiction entre le Code de santé publique et le Code de sécurité sociale sur ce point. Bref, on peut faire mieux et c'est indispensable.
Le deuxième niveau, si je vais juste un peu après, c'est effectivement le partage des données. Et on l'a vu ce matin dans la table ronde, partager, indépendamment du problème de l'interopérabilité, on voit que le partage des données, c'est pas si simple. Ça pose un certain nombre de questions qui sont aujourd'hui pas résolues. Les discussions qu'il y a entre les entrepôts de données hospitaliers montrent que c'est pas si simple. Et puis après, il y a l'accès aux données. Alors l'accès aux données, on a fait des grands progrès. Mais quand on compare avec d'autres pays européens, notre accès aux données en France, aujourd'hui, est encore trop compliqué et surtout beaucoup trop long. Si je monte au-dessus, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est aussi les outils, les algorithmes. Il est extrêmement important que chacun ne recommence pas à construire la roue et qu'on puisse avoir à disposition des algorithmes en open source qui soient validés par tout le monde. C'est une des missions du HDH et c'est évidemment éminemment important. Et puis je remonte aussi un peu d'un cran. Et ça a été dit par Madame Dupré aussi. La chirurgie, on n'est pas sur une île déserte. Si on veut faire de l'efficience, c'est bien l'ensemble du parcours de soins qu'il faut prendre en compte. Et là, on voit bien que dans notre modèle français, on a des trous. Et on a un trou absolument gigantesque. Que savons-nous des 200 millions de consultations de soins primaires faits chaque année, sinon les actes et les médicaments qui sont prescrits? Mais que savons-nous des raisons pour lesquelles c'est prescrit? Pas grand-chose. De ce point de vue-là, le projet P4DP est peut-être la première pierre qui va combler ce trou. Et puis pour finir, je remonte encore d'un cran, qui me paraît extrêmement important. C'est qu'il faut absolument pouvoir chaîner ces données de santé avec d'autres données. Je pense à l'exposome, c'est-à-dire aux conditions sociodémographiques du patient et à toutes les pollutions auxquelles il a été exposé. L'exposome est un déterminant essentiel de la santé du patient et de la façon dont il va avoir recours au système de soins. Il existe plein de bases de données catégorielles de très bonne qualité. Et là aussi, c'est un travail que le Green Data Health et le HDH fait, mais qu'il faut absolument encourager, parce que le chaînage entre ces types de bases est très compliqué, parce qu'il y a des problèmes de maille temporelle, de granularité, d'interopérabilité qui est tout à fait compliqué. Donc pour finir, moi je pense qu'on est vraiment à un changement de paradigme. Et il faut absolument que cette culture de production de données élémentaires soit inscrite chez tous les professionnels. Donc j'ai une suggestion qui est qu'on rajoute un engagement à la fin du serment d'Hippocrate et qui pourrait être celui-ci, dans le respect du secret médical. Je m'engage à décrire ma pratique de façon à ce que ces informations puissent être réutilisées pour améliorer l'efficience de notre système de soins et la prise en charge des patients. Magnifique. Alors, c'est la transition toute rêvée avec vous, Olivier Gouët-Brissonnière, puisque vous, président de la Fédération des spécialités médicales, et vous en avez déjà dit un mot ce matin, justement, vous développez, vous organisez ces registres pour que de telles pratiques soient généralisées. Merci aux organisateurs qui m'ont invité, mais j'allais enchaîner. On ne s'est pas concerté sur ça. Non, c'est vrai. Merci Bertrand, avec ce que tu viens de dire, parce qu'une des raisons qui m'a poussé avec d'autres à monter la Fédération des spécialités médicales et à monter les conseils nationaux professionnels qui regroupent les sociétés savantes, etc., c'était, in fine, d'améliorer, notamment en suivant la pratique, mais sa pratique. Et c'est ce qu'on a fait en montant ces registres de pratiques. Je ne vais pas revenir, j'en ai parlé ce matin, mais on en a plus de 30 maintenant. Ça dépasse largement les spécialités chirurgicales. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont de plus en plus de grande qualité et vont permettre ce suivi de la pratique. On l'a introduit, je le disais, c'est maintenant une obligation pour les établissements d'avoir obtenu cette phrase dans un décret en Conseil d'État, une obligation, c'est à partir de cette année ou pour l'année prochaine, une obligation de veiller à ce que les praticiens soient en mesure, c'est du juridique, soient en mesure de renseigner les web-registres mis en place par la Fédération des spécialités médicales dès qu'ils existent. Alors, parce qu'ils n'existaient pas tous au début, mais ils sont en train de se faire. L'urologie
Le CNP d'urologie arrive avec un registre de grande qualité sur le cancer de la prostate qui va venir compléter ce que Bertrand avait monté. Il y en a un dans ma spécialité, il y a ceux qui existaient. J'ai entendu parler de neuroradiologie tout à l'heure, c'est porté par le CNP de radiologie qui s'appelle le G4, mais c'est le registre sur les anévrismes intracrâniens. Donc c'est très important. Et bientôt, les jeunes qui vont aller s'inscrire à l'ordre des médecins, je ne suis pas un conseiller ordinal, mais vont se faire remettre un papier qui leur dit de se rapprocher de leur conseil national professionnel. Donc l'avenir, il est là. Ces registres, le développement des algorithmes, il faut essayer qu'ils servent aux uns et aux autres. Ce qu'on fait pour les comptes rendus automatisés en chirurgie, etc., on va pouvoir le donner à d'autres. Basculer les données médico-administratives, on est en train de faire un POC. J'ai appris ce mot-là, que ça veut dire Proof of Concept. On le fait dans un des registres, dans 4 établissements de secteurs différents. Voilà l'avenir. Donc merci Bertrand. Mais ça prend du temps, tout ça. Et pour dire les choses, ça doit permettre d'aller plus vite vers l'innovation. Ah, mais totalement. Mais d'accord, au-delà des essais randomisés contrôlés, d'aller beaucoup plus vite. Dans nos registres, on greffe sur le registre des études post-inscription. Nous avons, j'ai dit 2, c'est 3 PHRC qui sont en train d'être greffés dessus. Et nous avons même des évaluations de dispositifs dans le cadre d'études avant marquage chez eux qui sont porté par un CNP et un industriel, et c'est fait avec une grande rigueur. Alors, ceci nous amène à réfléchir à la manière dont ces innovations qui peuvent entrer via les données en vie réelle plus rapidement peut-être, si on y arrive à y accéder dans la pratique des spécialistes, et à la manière de reconnaître, et on a déjà cité tout à l'heure la question du codage par assimilation, donc d'aller plus vite vers une reconnaissance. Alors, Lise Alter, vous directrice générale donc à l'AIS, vous êtes justement là en attendant que tout cela puisse être véritablement ordonnées, avec des cotations, des codages idoines, pour essayer d'accompagner celles et ceux qui veulent aller vers l'innovation. Vous essayez de les aider finalement à bien designer et à aller le plus vite et le mieux possible vers l'innovation. Oui, en effet. Alors, avant toute chose, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir convié à cette manifestation, à cette table ronde. C'est effectivement un travail important pour nous de faire en sorte, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, et d'ailleurs ça repose sur les données, pour une innovation ou une présomption d'innovation, de démontrer un impact. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui, pour nous assurer que les nouveautés et l'ensemble des projets qui se déploient sur le territoire soient bien évalués et démontrer leur impact, que ce soit pour le patient, évidemment, sur la base d'une évaluation du bénéfice clinique, mais aussi, ça a été dit par Bertrand Lukacs, et je le rejoins, en matière d'impact pour le système de santé, efficience donc, et impact budgétaire, mais aussi impact sur l'organisation des soins, sur même la qualité de vie, que ce soit pour le patient ou les professionnels de santé, les conditions de travail, donc, et tout ça doit être étayé, objectivé. Et c'est là que, j'allais dire, on est à l'interface avec le sujet des données, et cette nécessité, puisque ce développement clinique, d'une certaine façon, c'est la partie la plus chronophage dans le développement des produits de santé innovants, c'est de permettre d'optimiser cette phase-là. Alors pourquoi je dis optimiser ? Parce qu'on va essayer évidemment d'accélérer autant que faire se peut, mais aussi, j'allais dire, de capitaliser sur toutes les possibilités de permettre quand même de démontrer tout ça avec une bonne puissance. Et oui, parce que l'idée, c'est toujours d'essayer d'aller plus vite que les essais les plus standardisés, randomisés, contrôlés. Là, vous avez des bras contrôles externes, des essais augmentés, des essais ciblés. Alors, on peut avoir beaucoup d'autres approches grâce aux données en vie réelle. Est-ce que ça, vous allez dans cette direction, vous essayez d'accompagner ce mouvement ? Alors, pas que grâce aux données en vie réelle, mais tout simplement, on voit bien que dans un certain nombre de cas, et on travaille là-dessus notamment avec les équipes de Stéphanie Alassonnière, qui est donc chercheuse en mathématiques. L'objectif, c'est vraiment effectivement de capitaliser sur tout ce qui est nouvelle méthodologie de recherche clinique, pas que pour la vie réelle, mais aussi pour les essais cliniques classiques, puisqu'on peut avoir des essais cliniques classiques, mais
avoir une partie, notamment du bras contrôle, qui peut être augmentée ou basée sur des données synthétiques, effectivement. Là, l'idée, ça va être vraiment, eh bien, déjà d'avoir les bons cas d'usage, parce que ça ne concerne pas tous les développements cliniques nécessairement, mais on voit bien que dans le cas des maladies rares, des maladies d'évolution lente, des cas dans lesquels les populations sont sous-représentées, on peut penser aux personnes très âgées, aux enfants, ou bien encore, dans un certain nombre de cas, les femmes, voire d'autres populations, la nécessité d'être en capacité de démontrer la valeur dans un horizon temporel raisonnable, tout en assurant le maintien de la puissance statistique pour le démontrer, avec des éléments effectivement de gestion de l'incertitude, on va dire. Et c'est tout ça l'enjeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Alors, d'une part, on a un groupe de travail autour des nouvelles méthodologies, mais aussi on a organisé, d'ailleurs la HAS était présente l'année dernière, un colloque au mois de juin international pour essayer de partager avec l'ensemble des partenaires sur le sujet, et notamment les autorités de santé au niveau européen et la FDA, donc aux États-Unis, qui sont dans les mêmes problématiques que nous et qui lancent des bacs à sable sur le sujet, des terrains d'expérimentation, avec prochainement, de notre côté en France, le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir réellement travailler sur la base de cas très concrets, des cas d'usage, et donc d'une certaine façon faire la démonstration de la démonstration, c'est-à-dire démontrer en quoi, et d'ailleurs on pourra aussi démontrer les limites, ces nouvelles méthodologies peuvent apporter le même niveau de preuve, mais peut-être dans des temps plus rapprochés, ou bien sous certaines conditions, il faudra voir lesquelles, des éléments de démonstration dans un temps plus rapide, et pour permettre donc des accès patients, j'allais dire, optimisés. L'idée, c'est d'avoir une sorte de doctrine commune, quelque chose qui, même pour les industriels qui parfois sont un peu hésitent à déposer des dossiers d'innovation parce qu'ils n'ont pas forcément le bon, je dirais, le bon chemin à suivre. Il n'y a pas vraiment de guidelines aujourd'hui établis. C'est pour pouvoir aider exactement, tout l'écosystème, pour accompagner finalement aussi à construire ces guidelines, puisque c'est le sujet de l'œuf et la poule. Tant que ces guidelines n'existent pas, c'est compliqué pour les industriels de s'y engager, pour les industriels et pas que d'ailleurs, pour les chercheurs également. Mais en même temps, les autorités, je laisserai peut-être Cédric Arbonneil s'exprimer aussi sur ce sujet, ont besoin d'éléments factuels de preuve pour pouvoir avancer. Alors justement, Cédric Carbonel, transition toute trouvée. Je rappelle que vous êtes adjoint à la directrice de l'évaluation et de l'accès à l'innovation à la Haute Autorité de Santé. Et donc à vous, évidemment, ce dossier compliqué du remboursement et en tout cas d'envisager éventuellement une reconnaissance, une validation qui irait vers un remboursement, et de demander par exemple ou d'espérer obtenir un remboursement provisoire. En tout cas, on attend de vous une certaine souplesse ou un assouplissement de la validation de certaines pratiques, notamment en termes d'essais. On vient d'en parler, on a évoqué plusieurs méthodologies, et on a l'impression qu'aujourd'hui, la HAS reste relativement ou carrément sur les essais randomisés, standardisés, et ne va pas forcément le plus loin possible sur l'innovation. Est-ce que j'exagère ? Ouais, carrément. Bon, d'accord. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on vit un moment assez intéressant et assez stimulant. Parce que je partage tout à fait le constat de Bertrand Lukacs, assez noir, c'est vrai, sur la situation actuelle. On a un système de santé, effectivement, qui est à bout de souffle. On a peu d'informations sur ce qui s'y passe en termes de pratique. On a peu d'informations sur, je dirais, au-delà d'un simple codage, pour quel patient précisément, pour quelles raisons. On a beaucoup de zones d'opacité. On pense avoir quelques informations sur, je dirais, les volumétries d'actes, et on se rend compte qu'on a du codage par assimilation de manière extrêmement massive. On ne sait pas, par exemple, même à l'hôpital, aujourd'hui, l'activité en imagerie diagnostique. Dans l'hôpital public, on est incapable aujourd'hui, au niveau national, de savoir combien il y a eu d'examens en France, précisément. Donc il y a beaucoup de choses qui sont zones d'ombre, qui posent problème, même sur, je dirais, les problématiques de développement clinique. Effectivement, faire de la recherche clinique conventionnelle, ça prend du temps, c'est pas articulé en plus. C'est-à-dire que quand vous allez commencer une étude de faisabilité à un moment donné dans votre établissement, sur les premiers patients,
pour arriver potentiellement à l'essai comparatif dont on va avoir besoin, nous, pour le remboursement, ça peut prendre des années, et parce qu'il n'y a pas en plus d'articulation entre chaque phase, c'est compliqué, ça va nécessiter une organisation extrêmement lourde, etc. Donc on est quand même sur un constat qui est franchement pas mirobolant aujourd'hui. Mais ça change. Ça change parce que, justement, on a énormément de choses qui arrivent grâce à, d'une part, la puissance que vont nous apporter, je dirais, les données de manière générale, de pouvoir maintenant avoir des outils qui vont nous permettre de les collecter, et surtout d'avoir une prise de conscience très tôt au niveau des praticiens que il faut colliger leurs données de pratique, de façon à ce que ça puisse alimenter énormément de choses. D'une part, la connaissance de ce qui se passe, pour pouvoir, le cas échéant, dire ça va pas, il faut peut-être mettre des actions de gestion de risque pour corriger le tir. Ça va permettre aussi de connaître réellement ce qui se fait en termes de pratique, de pouvoir idéalement caractériser l'efficacité, de servir de bras contrôle effectivement à de nouvelles technologies pour lesquelles on pourra, le cas échéant, justement, apparier les bras sans avoir à lancer, je dirais, l'essai contrôlé, randomisé dans toute sa splendeur. D'avoir aussi des technologies qui vont permettre de, je dirais, faciliter la recherche clinique avec la digitalisation de la recherche et de pouvoir colliger ces éléments-là. Donc, et je ne parle pas effectivement de toute la partie intelligence artificielle, robotique, qui vont permettre également de pouvoir avoir des données qu'on va pouvoir récupérer et faciliter la mise en œuvre de ces essais. Alors, oui, effectivement, l'essai contrôlé randomisé, c'est censé être le gold standard, ça le restera. Mais ça fait déjà quelques années que côté HAS, on a clairement dit qu'il y avait des alternatives qui existaient, qui étaient acceptables. Vous avez d'ailleurs un guide qui existe, qui a été publié depuis 2018, qui a été actualisé en 2022, et qui propose toutes les alternatives que vous avez à l'essai contrôlé randomisé pour pouvoir faire le développement d'un dispositif médical, mais ça marche très bien pour la chirurgie. Et dedans, vous avez d'ailleurs tout un chapitre sur les données de vie réelle. Donc, on est effectivement dans cette logique où il y a besoin de pouvoir aujourd'hui, grâce à ces nouveaux outils, grâce à la possibilité que nous soutenons effectivement de manière majeure, de pouvoir faire en sorte que pour chaque spécialité, notamment chirurgicale, on puisse avoir des registres de pratiques qui vont pouvoir éclairer la recherche, mais j'irai même plus loin. On aurait besoin de savoir réellement pour chaque spécialité qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire quand vous avez de nouvelles techniques qui sont mises en place dans une spécialité, des premiers essais qui démarrent ou autres, qu'on puisse avoir quelque part un recensement clair de tous ces éléments-là, que la société savante puisse dire, voilà, aujourd'hui, voilà ce qui existe comme technique, peut-être au niveau international, voilà ce qui existe au niveau français, voilà ce qui nous semble intéressant de pousser en termes de recherche, et éventuellement de pouvoir définir des critères de jugement conjointement avec la HAS. C'est pas la HAS qui va dire, voilà, pour telle chose, c'est tel critère de jugement qui est pertinent. C'est toujours en lien avec la spécialité, pour faciliter là aussi, je dirais, la recherche et accélérer considérablement les choses. Ça veut dire qu'il y a une certaine opacité pour l'instant, ou tout simplement, même les sociétés savantes ne sont pas suffisamment informées de ce qui se passe dans les différents blocs et dans les différents centres médicaux. Alors c'est peut-être très hétérogène d'une spécialité à une autre. Je peux vous dire que ce n'est pas une problématique franco-française. On a échangé avec nos homologues européens, avec nos homologues japonais, australiens, et tout le monde se pose un peu la même question. Alors il y a eu une réflexion il y a quelques années au niveau international qui s'appelle la collaboration IDEAL, qui a un peu structuré ça de manière très théorique. Et effectivement, c'est très intéressant. Elle a même fait défini des papiers méthodologiques sur comment, à partir de l'idée jusqu'au suivi long terme, quelles sont les différentes étapes de validation avec, différents éléments. Récemment, elle a même fait une déclinaison de ce parcours pour la chirurgie robotique. Donc il y a des choses intéressantes qui émergent au niveau international. Et vous, je crois, vous parliez tout à l'heure qu'il existait une sorte de guide pour dire il n'y a pas que les standardisés randomisés. Parmi les dispositifs que vous mettez en avant, il y a le forfait innovation. Oui, qui est effectivement, mal connu, on le déplore, puisque c'est un système qui permet, en avance de phase, de pouvoir bénéficier d'un codage, pour le coup tarifaire,
et pas d'un codage, je dirais, purement descriptif. Alors c'est vrai qu'il a été mis en place il y a de nombreuses années. On a tous en mémoire les actes en recherche clinique, les actes en 900, qui malheureusement, en termes de codage descriptif, n'ont pas marché. Pourquoi? Parce que nous le savons tous, il y a des consignes des directions des affaires financières d'établissements à leur DIM pour dire vous devez vous focaliser sur la déclaration de ce qui est tarifant pour l'établissement. Et donc c'est vrai qu'on a eu des cas où on a fait à l'époque quelques recensements côté HAS et on se retrouve avec des déclarations qui sont de l'ordre de 1 à 2% de la volumétrie. Donc il y avait une problématique là-dessus. Mais là c'est vrai qu'au niveau du forfait innovation, on est sur une logique où pour une technologie innovante, on est prêt à, je dirais, payer pour voir plutôt que de voir pour payer. Et donc ça permet pour ces technologies d'avoir le financement, pas uniquement de l'acte, mais en gros quasiment d'un mini GHS-like, où vous avez le coût de l'acte chirurgical, éventuellement l'anesthésie, tout ce qui va être examen paraclinique nécessaire, et sur des centres déterminés, puisque bien évidemment, on va être sur du multicentrique, et il faut quand même qu'on puisse garantir la sécurité de l'intervention, donc on ne va pas étendre ça de manière complètement sauvage. C'est valable tout aussi bien pour le public que pour le privé. Donc il n'y a pas de restriction à un secteur hospitalier. Et ça va permettre cette prise en charge pour un nombre prédéterminé de patients. Alors au début, il est conditionné à un recueil de données, enfin un essai clinique. Donc vous allez lancer votre essai classique au départ. Mais là où habituellement, quand vous faites un essai, dès que vous avez atteint le nombre de sujets nécessaires, derrière, vous ne pouvez plus donner accès à autre chose. Là, le forfait innovation, c'est différent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé le nombre de sujets inclus, vous allez pouvoir continuer à avoir accès à la technique pour des patients additionnels. Et ça, pendant la phase, je dirais, de suivi de l'étude, pendant sa phase d'analyse, pendant l'évaluation HS, pendant la phase de tarification de la CNAM. Ce qui fait que si tout marche bien, vous avez cette continuité de prise en charge qui va aller, je dirais, jusqu'au remboursement. Je crois que malheureusement, depuis 2011, il n'y a eu que 7 ou 8 dossiers. C'est ça, ça ne fonctionne pas vraiment. En tout cas, personne n'a envie d'y aller. Ouais, alors là, il y a eu deux raisons à ça. On va dire une première qui est industrielle, où malheureusement, on a eu une mauvaise presse, puisque on était face à des industriels qui voulaient open bar, en fait, à ce moment-là, quand il a été conçu. Désolé, on avait quand même besoin de données en regard. Et puis, il y a une autre problématique qui nous semble un peu bloquante. C'est que il y a une condition, le recueil de données reste à la charge du demandeur. Quand c'est un industriel, fondamentalement, ça ne me choque pas. Par contre, vous avez deux types de demandeurs pour le forfait innovation. Vous avez les CNP et vous avez les industriels. Demander le coût de la prise en charge à un CNP, je pense qu'effectivement, c'est excessif. Donc, il faudrait pouvoir éventuellement introduire une dérogation au niveau du forfait innovation pour faire en sorte que pour les CNP, les coûts d'études puissent être pris en charge au même titre que pour un PHRC. Et ça, je rappelle, c'est simplement du réglementaire, c'est pas du législatif. Donc ça pourrait faciliter les choses. On a un outil qui aujourd'hui est opérationnel. Donc ça pourrait faciliter les choses. Voilà. On peut améliorer. François Richard, alors on a entendu plusieurs propositions, plutôt plusieurs dispositifs qui existaient, mais on reste quand même un petit peu au milieu du gué. On voit bien qu'on est toujours dans cette situation de codage par assimilation ou substitution et qu'on essaye de mettre en œuvre des vraies innovations, mais plus vite que la musique parce que la validation et les remboursements associés ne suivent pas au bon rythme. Et vous, je crois que vous avez une proposition pour essayer de trouver une solution. Oui, enfin, bonjour et merci de l'invitation. Dans la mesure où le Conseil des nomenclatures a été créé pour essayer d'améliorer tout ce qui avait lié à la nomenclature, mon rôle, en effet, est celui de Christian Espagnaud, puisqu'on est deux co-vice-présidents, c'est d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent et qui sont nombreux. Parce qu'il faut voir une chose. Pourquoi on a créé le Haut Conseil? Pour améliorer la pertinence des soins. La pertinence des soins, c'est la tarte à la crème actuellement du vocabulaire politique, je dirais, puisque personne ne sait comment apprécier la pertinence des soins. Alors qu'en fait, on le sait très bien, on en a parlé pendant tout le congrès, on a maintenant tout un tas d'outils, notamment avec les bases de données, qui permettent d'apprécier la pertinence des soins. Et deuxièmement, on a déjà parlé 3 fois de l'assimilation là. C'est vrai qu'on a le SNDS, qui est un système extraordinaire, avec un trou noir énorme dedans, qui correspond à tous les actes codés par assimilation, qui correspond à des actes faux,
puisque moi j'ai fait le calcul pour les robots, à partir du moment où on avait réussi avec l'Académie de chirurgie à faire créer un code pour les robots, eh bien 95% des actes codés n'étaient pas les bons, puisque évidemment à l'époque il n'y avait pas les actes. Et donc on se retrouve avec ces problèmes-là, et donc des difficultés, Cédric l'a reconnu tout à fait honnêtement, l'évaluation n'est pas aussi facile que ça à faire, et en plus de ça, ça prend un certain temps. Alors, on s'est posé la question parce que l'évaluation et l'innovation, les nouveaux actes, et tout le monde, ça a été dit plusieurs fois par des orateurs, l'avantage des actes, c'est le passage obligatoire de tout ce qu'on peut utiliser comme témoin et comme traceur. Donc actuellement, sur 13 600 actes à la nomenclature, qui sont très bien décrits, qui ont été redécrits là, en pratique, on dit la CCAM est très bien. C'est vrai que la CCAM est très bien. Le problème, c'est les centaines d'actes qui ne sont pas à la CCAM pour différentes raisons. Et donc, actuellement en France, ces actes-là ne sont toujours pas à la CCAM. Je vous signale qu'il y a des actes qui datent de 1787, au moment de la création de la celluliochirurgie, qui a été quand même une invention française mondialement diffusée. Il y a encore des actes de célioscopie qui ne sont pas à la CCAM. Quand il y a eu la première prostatectomie robot faite par des Français, à Bout d'abord, Valenciennes ensuite, et ça fait maintenant 25 ans, la prostatectomie n'est toujours pas à la CCAM et elle y est par la bande grâce à l'Académie de chirurgie. Et puis l'IFU, qui a été en fait le premier forfait innovation. Et donc, je remercie Cédric parce qu'on a eu la réponse il y a très peu de temps. L'IFU y est, mais enfin, ça a commencé en 99, puis ça a démarré en 2011 et on est en 2025. Donc, 3 inventions françaises diffusées dans le monde entier, toujours pas la nomenclature. Donc, il faut qu'on essaye d'expliquer. Ça paraît aberrant. Ben, c'est pas aberrant, c'est le fait. Et donc, ce qu'il faut faire, bon, moi là maintenant, je suis plus chirurgien, je suis en tant que responsable d'une structure de tutelle. Je pense qu'il faut qu'entre les structures de tutelle, et notamment l'HAS, le Haut Conseil, l'AFSM représentant les CNP, l'ATI, Lise, évidemment, en tant qu'AIS qui nous chapeaute par-dessus, et la CNAM, parce que je ne suis pas du tout rancunier et je suis très content de travailler à la CNAM, mais il faut qu'on prenne l'habitude de se rencontrer régulièrement et de créer une espèce de structure souple, comme on sait le faire en chirurgie en général, pour dire, à partir d'un moment où quelqu'un qui soit professionnel, tutelle, industriel, établissement, mécène, enfin, qui on veut, propose un acte nouveau. Il faut déjà réfléchir. Les actes nouveaux, il y en a des innovants, comme par exemple l'IFU, c'est très innovant. Il y a d'autres actes nouveaux chirurgicaux qui sont des améliorations, qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas fantastiques. Et la preuve de leur efficacité est plus ou moins difficile. L'IFU, ça a demandé un certain temps et c'est logique. Quand on remplace un couteau par un ciseau, je caricature, ça pas demande énormément de choses pour prouver que ça fait au moins la même chose, même si c'est pas forcément mieux. Alors après, il y a des problèmes de coût, ça c'est vrai, qu'il faut intégrer. Donc, ce qu'on propose, c'est de dire, dès qu'il y a un acte nouveau, on demande de façon rapide que l'HAS, la chaîne, l'ATI et la FSM donnent un avis en disant cet acte nous paraît intéressant, parce que si c'est pas intéressant, c'est pas la peine, et au point de vue sécure, c'est pareil. Et en gros, c'est en résumé un tout petit peu ce que Lise avait déjà proposé il y a 2 ans, et tout ce qu'elle avait proposé convenait tout à fait. Et que à partir de ce moment-là, on fasse, moi je vous donne un exemple où on l'a fait. Ça a été pour le robot. Le robot, il y a 3 ans et demi, on a dit, au niveau de l'Académie de chirurgie, on a été voir les huiles de la CNAM en leur disant c'est pas possible, ça fait 25 ans que la prostatectomie fonctionne et qu'elle n'est pas acceptée et qu'elle n'est pas inscrite plus exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si la CNAM, pour des raisons bonnes ou mauvaises, ne souhaite pas inscrire sur le plan tarifaire
un acte à la CNAM, il n'est pas inscrit. Parce que la CNAM actuellement est uniquement tarifaire. Il y a 10 actes descriptifs en plus qui ne sont pas tarifaires, mais ces actes, c'est des raisons tarifaires tout ça, ce n'est pas des raisons médicales. Donc, pour pouvoir inscrire, il faut qu'à ce moment-là, on décide de mettre en route un code, parce qu'il faut que les actes existent. Et c'est anormal qu'en France, en 2024, il y ait encore tout un tas d'actes qui sont faits sans qu'ils existent officiellement. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une inscription provisoire qui soit discutée entre les tutelles. Troisièmement, il faut qu'il y ait une tarification provisoire parce qu'actuellement, avec les codages par assimilation, de toute façon, puisque les praticiens ou les médecins de DIM sont obligés de coder un code de toute façon. Il y a une assimilation, donc de toute façon, il y a un tarif. C'est pas le bon, mais il y en a quand même un. Donc la CNAM dépense quand même de l'argent. Et puis qu'il y ait un registre obligatoire, par définition, pour des actes qui sont des actes nouveaux, et que ceci fonctionne pendant les 3 ans de l'inscription provisoire qui maintenant est officiellement existante. Et ceci, ça permettra, comme on l'a fait pour le robot, où on a fait ça, alors que ce n'était pas encore la loi, mais on l'a fait en pratique, on est arrivé à quoi? C'est qu'en 3 ans, on a pu sortir, et elle est en train d'être étudiée, 102 000 malades opérés au robot sur 55 interventions, comparé à 99 000 malades opérés des mêmes interventions par laparotomie, comparé à 220 000 malades opérés des mêmes opérations par celluliochirurgie. Et on voit que, par exemple, si on prend la comparaison entre le robot et la laparotomie, 9 jours de DMS, 3 jours de DMS. Si on voit le taux de réhospitalisation à 30 jours entre la cellio ou le robot et la voie ouverte, eh bien, double du temps pour la laparotomie par rapport à la cellio ou la voie robotique, etc. Donc, à partir de ces techniques et cette méthode qu'on propose, qu'on a testé en gros avec le robot et qu'on propose de faire de façon systématique pour tous les actes nouveaux, eh bien, on pourrait avoir rapidement une amélioration des choses et petit à petit la disparition totale de l'assimilation. Très bien. Merci beaucoup, c'est très clair et c'est une proposition tout à fait, je dirais, concrète. Alors, plein de réactions, des questions. Oui, alors, Claude Albert. Est-ce que le micro est branché on? Il faut pousser le petit bouton en bas vers le haut. Oui. Alors, en fait, on a besoin d'un psychanalyste. Parce qu'il y a quelque chose comme dans le non-dit, dans l'inconscient, sous le tapis. Qu'est-ce qui se passe? L'innovation est sous le tapis. Et personne ne la voit. Donc, qui peut être en mesure, ce que suggère d'ailleurs très bien François, et qui a été d'ailleurs accordé a priori par une convention avec le SGPI et l'AIS, c'est de dire qu'il faut une instance un peu psychanalytique, c'est-à-dire l'Académie nationale de chirurgie, qui se disent... par exemple, observons, écoutons et mettons dans la lumière la prise de conscience ensemble. Évidemment, ça ne peut pas être un travail individuel, c'est un travail collaboratif. C'est une thérapie de groupe en fait. Hein, c'est une thérapie de groupe. Ouais, c'est ça. Et donc, mais on a besoin de ça, docteur. On a tous besoin enfin de dire la vérité. Que l'administration paye sans savoir ce qu'elle paye. Que derrière ça, il y a probablement des innovations formidables et qu'on ne peut pas les évaluer. Mais c'est un monde à l'envers. Donc, merci. Et tu l'as dit. Et tu l'as dit. Alors il faut avoir le courage. L'Académie, on fait chirurgie 4.0. C'est pas pour dire bravo, on est tous géniaux. On a tous de l'IA dans nos boutiques, etc. On ne sait d'ailleurs pas, quand on prend de l'IA, on ne connaît pas les brokers qui nous les vendent. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On a besoin de ça. Et tu nous l'as dit tout à l'heure. Donc, enfin, un peu de lumière. Donc c'est pour ça que je change de titre. Je ne suis pas chirurgien, je suis psychanalyste. Très bien, eh ben, c'est une belle reconversion. Alors, merci pour cette intervention.
Hubert. D'abord, merci à tous les orateurs, mais donc on voit bien qu'il y a un changement de paradigme, ça a été dit, et qu'il y a donc des méthodes d'évaluation qui ont évolué. Alors le problème, en fait, il vient aussi beaucoup des médecins. Les chirurgiens ne font pas d'évaluation. Tous les jours, ils opèrent des malades, tous les jours, ils améliorent leur prise en charge, mais... Ils n'en parlent pas? Il y en a, alors si, il y a des chirurgiens, des équipes universitaires qui font des recherches cliniques de très haut niveau, mais la grande masse des chirurgiens, ils disent « Oh ben non, mais de toute façon, la HS, ça marche pas. De toute façon, la nomenclature, elle est totalement désuète. » Mais il faut reconnaître que si on ne fait pas d'évaluation, jamais on ne pourra valider des nouveaux actes et jamais on ne pourra valider c'est un cercle vicieux, c'est le fait des la poule. dispositifs médicaux. C'est la réalité. Je veux dire. Alors d'ailleurs, leur boulot, je dirais d'une certaine façon, c'est pas de faire de l'évaluation, c'est de traiter les gens. Mais on a quand même dans notre pays une première expérience, d'ailleurs sous l'autorité de la HS. En 2006, il y avait un problème pour la prise en charge des primes d'assurance. Et donc, il a été décidé de créer l'accréditation pour les spécialités à risque. Donc, on parle là de 18 spécialités médicales, à peu près, de mémoire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les chirurgiens, tout d'un coup, se sont rendus compte qu'ils faisaient une activité à risque. Alors on leur a montré des schémas en leur disant, vous voyez, les marins pêcheurs, c'est les plus à risque, les pilotes de ligne, c'est les moins à risque, et vous êtes là. Vous voyez, bon, on a découvert tout ça. On a découvert que les pilotes, par exemple, étaient en permanence en formation sur l'histoire de la gestion des risques. On a découvert ce que c'était qu'un diagramme de Reason. On a découvert ce que c'était qu'une checklist. On a découvert tout ça. Et tout ça a permis une meilleure prise en charge des patients. Et finalement, ça a bien marché. Alors, à l'époque, pour avoir créé l'organisme de gestion des risques avec Bertrand Millat, dans notre spécialité, je l'ai rappelé il n'y a pas longtemps pour lui dire, mais tout ça, ça coûte combien? Et il m'a dit, ça coûte 38 millions. 38 millions d'euros. Et c'est payé par la CNAM. Voilà, bon. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'acculturation dans notre milieu, d'évaluation. Il faut qu'on soit, qu'on génère des datas. Alors, c'est pas le chirurgien de base qui va faire de la recherche clinique. C'est pas son boulot, il sait pas faire. Mais en revanche, qu'il envoie son activité quotidienne avec des bons tuyaux, des bons datas, on va lui faire de l'éducation, etc., pour alimenter tous ceux qui font de la recherche clinique. Ça va permettre des validations d'innovation beaucoup plus rapides et donc ça va clairement améliorer les choses. Alors il faut de l'éducation, on ne fait pas n'importe quelle data, mais c'est un enjeu pour notre communauté. Je veux dire, si on veut avoir accès à des innovations, il faut faire des évaluations et donc il faut apporter notre... Une réaction, François. Non, des datas. Juste... Pour expliquer aux chirurgiens et leur montrer l'intérêt, il y a des choses qui sont évidentes. Quand il y a eu les histoires des problèmes des prothèses à multibras pour les prolapsus des gynécologues, ce qui est d'ailleurs un véritable scandale, les tutelles comme un certain nombre de firmes ont mélangé complètement ce qui s'est passé pour les cures de gynécologie de l'incontinence. Avec Henri Bensadoun, on a sorti, et c'est là où on voit l'intérêt du SNDS, on a sorti dans le SNDS 230 000 femmes opérées par TVT pour incontinence. Donc il y avait les petites bandelettes qui sont des bandelettes qui font 5 cm², alors que les autres faisaient 15 cm². Et on a vu sur 236 000 malades opérés, le taux de complication qui était inférieur à 1% sur 17 ans de recul. Ça permettait de dire très facilement que il y avait un problème en effet dans une indication qui était le prolapsus et qu'il n'y avait pas de problème dans l'autre indication, ce qui permettait d'une part de rassurer les malades d'un côté et d'autre part d'éviter que des industriels arrêtent de faire des prothèses. Donc on voit bien l'intérêt que toutes ces données
Donc qu'elle remonte, que les chirurgiens, que les soignants fassent remonter toutes ces données. Oui, Jean-Claude Couffinal. Voilà, je voulais mettre peut-être un peu de nuance au propos d'Hubert Johannet pour dire qu'effectivement, on est quand même, il y a pas mal de gens qui font effectivement de l'évaluation, qu'on en est conscient, qu'on a beaucoup évolué sur la gestion du risque et qu'on était un peu des monsieur Jourdain de l'évaluation. Donc, et puis un gros travail qui a été fait par les CNP. Mais je crois que plutôt de dire qu'il n'y a pas de responsabilité, il y a beaucoup d'insuffisance. C'est ce qu'on a remarqué. Et je crois que depuis, en tout cas, je parlais au nom de l'Académie, le travail qu'on fait, ça fait 2 ans qu'on se rapproche de tout le monde. Et on nous disait qu'il fallait travailler ensemble, et c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Je veux dire, on est en train de se rapprocher, on est en train de comprendre comment il faut faire. On est proche, bien sûr, du CNP, on est tout à fait proche du Conseil de la nomenclature, on travaille régulièrement, on se voit avec l'agence, on a cette idée signée de l'Observatoire qu'on n'a pas encore trouvé véritablement sa place, mais son but véritablement c'est de faire cette synthèse, je veux dire. Et bien sûr, notre bâton de pèlerin, on doit le prendre, et c'est ça qui choque beaucoup Hubert, c'est qu'on ait vraiment effectivement cette culture, on doit aller l'apporter dans les différentes sociétés savantes, mais on s'y emploie, faut pas se démoraliser, c'est le travail que l'on fait, et je trouve qu'on a beaucoup avancé. Très bien. Oui, autre remarque. Jean-Pierre Zalmom. On a parlé, et tout le monde est d'accord, pour que la collecte de données soit parfaite, nécessaire et indispensable pour améliorer les techniques. Cependant, nous sommes chirurgiens, et le chirurgien passe du temps, son métier, c'est d'opérer. Ce n'est pas de saisir des données. Et on s'aperçoit quand on exerce notre métier qu'on passe de plus en plus de temps sur l'ordinateur à saisir des données, et ce temps passé se fait... Alors, a posteriori, je sais ce que... Et donc, on passe on consacre du temps à saisir des données au lieu d'opérer des patients et pouvoir s'en occuper. Alors, mais je sais. Alors, la question est la suivante. En tout cas, c'est ce que pensent les chirurgiens qui ne veulent pas perdre de temps. Voilà. Alors, la question est la suivante. A-t-on pensé aux moyens techniques qui permettent aux chirurgiens de saisir plus facilement des données de façon à ce qu'elles soient collectées et avoir des données de qualité? Donc c'est des outils dont la certains ont réponse été est oui. présentés. La réponse est oui. Merci de ta question. Non, mais c'est évident que, comment dirais-je, en voyant les fluorescences de nos registres, en voyant entre guillemets les plaintes, c'est pas les critiques, c'est normal pour améliorer des collègues dans différentes spécialités, on voit vite venir, ça prend du temps, c'est difficile, on a des doubles saisies, c'est chronophage. Je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on essaye on est en train de voir à l'améliorer, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est trouver des idées, mais même les établissements sont matures pour ça, pour voir comment basculer une partie des données, la partie médico-administrative dans nos registres, et puis, alors on va prendre celui des pauvres chirurgiens vasculaires comme cas d'espèce, voir aussi comment, pour certaines pathologies à partir du dossier informatisé, comment, grâce à l'intelligence artificielle, aller chercher des mots. Si je prends le cas clinique des sténoses carotidiennes chez nous, qui est une des parties du registre, c'est aller chercher automatiquement le degré de sténose, le côté, et c'est faisable, et le prestataire qui gère la plateforme a reçu comme mission, alors du CNP de chirurgie vasculaire, de voir comment le faire, c'est ce qui, j'ai appris le mot, une proof of concept, de voir qu'on peut y arriver. Ceci dit, quand tu as commencé à parler, le fait que ça prend du temps, oui, ça prend du temps, mais je découvre qu'il y a une culture à prendre à condition que les registres ne soient pas trop lourds. Par exemple, Epitor doit un peu s'améliorer encore sur ça. Mais à condition qu'ils ne soient pas trop lourds, on s'aperçoit que dans plein de pays, nos collègues, c'est ce qu'ils font. Je me suis aperçu de la chose en allant, moi je suis membre de la Société américaine donc de chirurgie vasculaire, et puis je co-édite un des 3 journaux de chirurgie vasculaire. Et dans ce journal, dans les articles qu'on reçoit, et puis dans l'autre journal nord-américain de chirurgie vasculaire, je vois depuis 2 ans, et il apparaissait que beaucoup d'articles, ça commence par cet article a pu être écrit à partir des données
de la National Vascular Quality Initiative. Alors, à l'avant-dernier congrès, j'ai rencontré le collègue qui faisait une présentation sur ça. Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et il m'a expliqué « C'est quelque chose qu'on a constitué sur 7-8 ans, qui est un registre de nos pratiques sur une base volontaire. » Je lui ai dit « Mais qui les remplit ?» Il m'a envoyé toutes les données. C'est les chirurgiens. Alors on va dire, mais ils travaillent moins. Non, ils travaillent aussi. C'est les chirurgiens qui les remplissent. C'est eux qui définissent le nombre de données. Et à partir de là, n'importe quel chirurgien vasculaire qui veut écrire un article sur le suivi des anévrismes de l'aorte pendant 3 ans dans le Connecticut ou je ne sais où, peut demander au conseil scientifique du collège, le collège là-bas c'est le CNP, peut demander d'écrire, d'avoir accès aux données anonymisées qu'il veut étudier. Et la seule condition, c'est que si l'article est accepté, il faut qu'il soit mis que ça a été écrit grâce aux données du registre de la SPA. Donc, il y a une culture. Alors, je m'excuse d'avoir été long. Oui, non, mais question de culture, effectivement, du moins qu'on puisse dire. Et Cédric, vous voulez réagir aussi, non ? Oui, je trouve qu'on va avoir, là aussi, grâce à l'innovation, les moyens de pouvoir simplifier ça. Parce que comme vous l'avez vu, je pense autour de cette journée, il y a de plus en plus d'outils qui impliquent l'intelligence artificielle, mais la robotique, le numérique, qui vont capter les informations dont on a besoin. Quand on évoquait tout à l'heure le SNDS ou autres qui vont pouvoir vous documenter sur la mortalité, sur les reprises chirurgicales, vous avez besoin d'avoir l'information sur les récidives en termes de cancer, vous ne les aurez pas avec ça. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, très clairement, côté HS. Sur la partie robot, prostatectomie & co, on n'a pas de données comparatives claires sur, justement, les marqueurs carcinologiques. Mais de plus en plus, on va avoir ces informations-là qui vont être disponibles parce qu'elles vont être collectées par l'ensemble des appareils avec lesquels vous travaillez. Et donc, je dirais, le challenge qui va être à faire, c'est comment aller récupérer. Alors déjà, ce qui a été évoqué par Olivier, quelles sont les données qu'on doit aller récupérer et de se mettre d'accord ensemble sur quels sont les critères, et ça ne peut se faire qu'avec les professionnels, et ensuite de voir comment chaque outil va pouvoir fournir ces éléments-là, d'interfacer, pouvoir ensuite générer ces bases de données qu'on va pouvoir interroger. Et nous, idéalement, ce qu'on souhaiterait faire, c'est de l'évaluation au fil de l'eau. Pas qu'il y ait quelque chose qui se fasse à un moment one-shot, on doit attendre continuellement que ça arrive. Si on a des choses qui nous permettent de faire je dirais des suivis au fil de l'eau, ça serait pas mal. Alors après, il y a une contrepartie qui est évidente, mais qui est difficile parce que ça nécessite un courage politique, c'est que quand ça marche pas, il faut savoir dire non. Et ça, c'est tout de suite plus compliqué. Donc, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver avec les outils numériques, avec l'intelligence artificielle. Imaginez par exemple que sur la simple base de votre intervention, on ait des outils qui vous permettent de coder à votre place. Ça serait quand même pas mal. Donc, on peut être optimiste, je pense, aujourd'hui. Merci Cédric Bertrand. Oui, juste un tout petit mot. Je crois qu'il ne faut pas penser la saisie de données isolément. Ça doit nécessairement être une boucle, et une boucle avec un retour d'investissement à celui qui code. Dit autrement, à partir de la même donnée, si elle est bien faite, il faut, et je l'ai dit tout à l'heure que ça sert pour l'efficience, mais il faut que celui qui a produit la donnée ait un retour d'information formaté pour que ça l'aide, pour que ça le tire vers le haut. Ça, c'est un moteur personnel absolument incroyable. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas assez développé. C'est pour ça que, ensuite, si on a cette boucle vertueuse avec un retour d'information qui correspond à sa pratique et puis de mieux voir ce qu'on fait et de s'améliorer, eh bien, le poids de la saisie sera beaucoup moins lourd. On arrive au bout de cette table ronde, mais ça fait longtemps que vous aviez demandé la parole, donc évidemment je vous la donne, mais merci d'avance de faire une question très courte. Très très courte, micro-commentaire, question si vous voulez, et ça amènera aussi une note optimiste. La culture de faire des bases de données, on l'a scientifiquement, mais elle appartient aux médecins et aux instances académiques. Le modèle que vous avez décrit aux États-Unis existe aussi en Angleterre, ça fait plus de 25 ans qu'ils l'ont. La seule chose que je voudrais, puisqu'il y a les agences gouvernementales présentes, rappeler une chose. Ces bases de données, comment elles sont remplies? Vous sortez d'une intervention, vous remplissez, et ça appartient par exemple au NHS, National Health Service. Seulement, il faut toujours ne pas oublier qu'il faut rémunérer cette activité. Il n'y a pas de salaire
pour ceux qui remplissent, les médecins, ces bases de données, il faut rajouter cette espèce de pourcentage, effectivement. Au jour d'aujourd'hui, les données, elles ne sont pas manquantes, elles appartiennent aux sociétés savantes, certaines. La culture, c'est plutôt le partage des données. Personne ne veut donner les données aux autres. Et c'est ça qu'il faut essayer d'apprendre. Le Royaume-Uni, la Hollande travaillent comme ça. Tout le monde travaille sur un même modèle. Ça s'appelle la centralisation des données. Alors là, effectivement, éduquer les hôpitaux pour le faire, ou les collègues, c'est ça la partie qu'il faudrait peut-être y aller un peu plus convaincre. On va dire convaincre. Merci beaucoup pour ce commentaire. Lise Altier, on ne vous a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous voulez le mot de la fin ? Écoutez, non, je suis tout à fait en phase avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'on converge tous. Maintenant, il faut qu'on trouve les moyens concrètement d'avancer. Je pense que, à défaut d'avoir un système idéal, je pense que voilà, c'est une part de responsabilité individuelle qui va vers cette voie concrète d'utilisation des données et de démonstration. En tout cas, nous, on est mobilisés pour accompagner tous ceux qui le souhaitent. Encore une fois, on va faire avec les moyens que nous avons, les appels à manifestation d'intérêt, les groupes de travail et autres. Et puis, le cas échéant, je pense qu'il y a aussi des terrains d'expérimentation qui sont possibles et envisageables. On y travaille notamment avec la CNAM. En tout cas, dès le début 2025, c'est vrai qu'on traverse une séquence un peu compliquée sur le plan politique avec le PLFSS, le PLF, le budget. Donc, c'est vrai que voilà, pour porter des grandes transformations, voilà, c'est pas forcément la meilleure période. Néanmoins, nous, on reste engagés, on reste convaincus que c'est un sujet majeur et on reprend les discussions et les échanges avec l'ensemble des parties prenantes autour de la table dès début 2025 avec grand plaisir. Merci infiniment. Je vais vous laisser sur cette table ronde. Je vous dis bonne suite de colloques avec les jeunes chirurgiens et je laisse la parole à l'Académie. Ce sont des mots de remerciement. Les agences gouvernementales sont là, les collègues très investis dans tous ces domaines sont là. Merci à vous, parce que l'Académie de chirurgie est vraiment très heureuse de votre présence et de votre participation. Et on va continuer l'Observatoire national de l'accès aux innovations. Eh bien, on va le mettre en route véritablement. Merci.